quand sur ton territoire, tu as un hack de 850 000 bitcoins et un autre de 500 ou 550 millions, tu commences à te dire que tu laisses faire des choses sans vraiment les contrôler. C'est peut-être les méthodes qui changent, mais tu as un hot wallet, tu as une clé privée, tu arrives à contourner ce système et en gros, tu siphonnes tous les fonds. Donc, je crois que c'est plus de 300 millions, 4500 bitcoins. Tu as 2 personnes qui ont été arrêtées. En possession un couple, en possession de 94 000 bitcoins qui ont été arrêtés pour blanchiment en fait, des bitcoins de Bitfinex. Comment ils les ont eu, je sais pas. Ouais, c'est la question. Salut à tous, nouvel épisode dans Crypto Coulisses. Cette semaine, on va voir le top 10 des hacks d'exchange, FTX, Mt. Gox, Binance. On va parler de tous ces hacks avec Rémi. Salut Rémi. Salut Gary. Pour rappel, toi, tu es ancien Head of Product sur la partie Hardware Wallet de Ledger et tu accompagnes les particuliers dans la protection de leur crypto-monnaie. Oui. Et sans plus attendre, on va attaquer ce top 10 des hacks d'exchange. Alors, pas avec un hack pour le premier, c'est plutôt avec une fraude. Et bien sûr, c'est FTX. Ouais. Ah oui, on peut pas ne pas en parler. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur FTX ? C'est une fraude classique, c'est pas un hack. FTX, c'est un échange, c'était le plus gros échange connu américain. Comment résumer ça ? En gros, ils ont utilisé les fonds des déposants pour investir sur d'autres activités via un hedge fund qui s'appelle Alameda Research. Alameda, qui était hyper exposé en fait au token de l'échange. Ça a commencé à faire un petit peu de bruit. Je crois que CoinDesk avait commencé à dire attention, on a quand même une surexposition au FTT, donc au token, qui est en gros un collatéral, qui était utilisé pour les investissements. Et je crois que dans la foulée, c'est pas je crois, c'est le CEO de Binance, Tizi, qui a dit je vais vendre mon bag en fait, de FTT. Et donc là, panique sur les marchés, on se demande pourquoi. On a peur que le cours dégringole. Et qu'est-ce qui se passe ? Les gens ils veulent retirer leurs fonds. Sauf que les fonds, ils sont pas. Je caricature un petit peu, mais c'est vraiment, il y a une crise de liquidité, ça fait basculer le marché, ça entraîne d'autres crypto-acteurs dans cette spirale. L'échange ferme, et c'est aujourd'hui l'impact, je crois que c'est 8 à 10 milliards en fait, de fonds qui ont été perdus, ou en tout cas que les utilisateurs attendent de retrouver un jour, quoi. Et donc il y a une procédure qui est en cours et je crois que bientôt les fonds vont être redistribués aux utilisateurs de FTX. Et il y a eu une cascade suite à ce hack. Il y a BlockFi par exemple qui a fait... BlockFi, 1,2 milliard. En fait, c'est un risque systémique qu'on retrouve aussi dans la banque traditionnelle. Tu vois, les Lehman Brothers à l'époque, c'est une banque qui est surexposée à un risque. Qui le couvre avec les dépôts de ses épargnants. Et quand la bulle éclate, tout le monde se retourne et en fait, tu n'as pas de liquidité. Et en gros, c'est au revoir les fonds, quoi. Ça a été un séisme, FTX. C'était too big to fail. Le truc, a priori, hyper robuste. Et c'est une fraude. C'était un peu la plateforme numéro 2, numéro 3 dans l'écosystème et qui, d'un coup, a complètement explosé. Yes. On passe directement au numéro 2. C'est bien sûr Mt. Gox, qui, à l'époque, a perdu des centaines de milliers de bitcoins. 850 000. Après, je crois qu'il y a 200 000 qui ont été retrouvés sur un paper wallet. C'est ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Marc Harpelès, qui est l'ancien CEO de Mt. Gox, qui expliquait un peu les coulisses de cette affaire. Alors l'idée, bien sûr, c'était pas forcément lui pardonner cette affaire, mais de comprendre un peu de l'intérieur ce qui s'était passé et d'avoir un peu sa version des faits. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur Mt. Gox ? Mt. Gox, c'est un mélange de fraude, de manque de système de contrôle. Tu vois, en fait, c'est très bien dit dans l'interview. Moi, j'ai aussi appris plein de choses. Tu récupères une boîte, il y a déjà un trou de 80 000 bitcoins. Donc, tu masques ce trou. Donc, déjà, ça commence pas forcément bien. Et puis ensuite, tu as un système de sécurité qui fait que progressivement, sur 4 ans, tu te fais siphonner en fait, tes bitcoins parce que ta clé privée, elle a leaké. Je ne sais pas comment. Tous les fonds en fait, qui sont sur le hot wallet, ils sont censés partir à un moment sur un cold wallet. Qui était à l'époque aveugle, ce cold wallet. Exactement, il n'y a aucun monitoring en fait, sur le cold wallet. Ce qui fait que, en gros, tu ne sais pas que la clé privée de ce cold wallet, elle a leaké et que des hackers sont en train de siphonner 650 000 bitcoins. Les 200 000 qui ont été retrouvés, c'est sur un vieux portefeuille. C'est marrant et en même temps, c'est pas marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait mais c'est fou à quel point en fait, c'était amateur. Oui, complètement. Et ces fonds, on sait en fait qu'ils sont partis vers une plateforme qui s'appelle BTCE, dont le gérant a été arrêté d'ailleurs en Grèce
l'année dernière, je crois. C'est Alexander Vinnik Tout à fait, qui sort de prison, je crois d'ailleurs. Enfin là, donc on est fin septembre, donc il sort dans quelques jours, je crois, il me semble. Donc bon, tu vois, et puis c'est gigantesque, on parle en tout de 850 000 BTC. Moins de clients à l'époque, enfin c'est 24 000 clients. Mais bon, quand on regarde ton interview ou le reportage, c'est super intéressant. Mais ça a été un séisme pour la crypto, quoi. Complètement. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, Mt. Gox, c'était quasiment, je crois, 80% des échanges de Bitcoin dans le monde. Ouais. Et donc, on parle vraiment des premières heures du Bitcoin, c'est-à-dire que c'était vraiment les années 2011, 2012, 2013, et la faillite a eu lieu en février 2014. Et d'ailleurs, cette année, je crois qu'il y a à peu près 140 000 bitcoins qui ont été redistribués aux utilisateurs de la plateforme via un liquidateur. Donc, on est loin des 650 000. Mais bon, il y a une partie. Je crois que c'est une partie finalement des 200 000 bitcoins qui ont été retrouvés. J'espère qu'ils sont remis en bitcoin justement et pas en équivalent dollar à l'époque. Je sais pas, je connais pas les détails. Mais... mais en tout cas, je crois que c'est vraiment des bitcoins qui ont été redistribués, il me semble. Hein, mais voilà, donc triste affaire. On passe au numéro 3, c'est Bitfinex. Bitfinex, je crois que c'est en 2019. Ça doit être 120 000 bitcoins, je crois. Et là, Bitfinex, de ce que je comprends, en fait, eux, ils utilisaient un multisig avec une boîte qui s'appelle BitGo. Et en gros... qui est une solution de custody pour les institutionnels. Ouais, tout à fait. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur leur hot wallet, donc ils gèrent les transactions, tu as Bitfinex qui a une clé, et BitGo, il a la deuxième clé. Il faut les deux clés pour signer. Sauf qu'il ne faut pas les deux clés pour signer toutes les transactions. Il y a des seuils au-delà desquels tu as besoin de la deuxième clé pour signer les transactions et des seuils en deçà desquels, en gros, tu n'as besoin que d'une clé. Il s'avère qu'une clé a été leakée. Les hackers ont réussi à mettre la main dessus. Et donc, du coup, comme ils connaissaient le seuil de transaction, je pense que c'est ça. En gros, ils ont vidé le compte sans que ça soit détecté. 120 000 bitcoins. Et c'était pas... Alors, ce que je veux dire, c'est à mettre vraiment en pointillé, parce que je m'en souviens plus trop de cette histoire, mais il me semble que c'était, je crois, en 2016, et c'est à ce moment-là, Bitfinex, pour combler ce trou, avait émis un token qui était un peu un token de dette, et c'est pas le moment aussi ils ont lancé l'USDT. Ouais, alors Bitfinex, Tether, c'est un peu le même écosystème. Ils ont... Alors, c'est vrai, parce qu'on dit les échanges se font hacker, mais il y a des échanges qui remboursent aussi. Donc, effectivement, ils ont émis un token de dette. En gros, ils ont remboursé en fait, leurs utilisateurs avec les revenus qu'ils généraient. C'était super malin parce que même si ça a jeté un froid en fait, dans l'écosystème, sur le Bitcoin, dans la crypto, ça n'a pas arrêté leur activité. Et comme leur activité était lucrative, certainement, ça leur a permis, avec ce token, qui est finalement une dette que les utilisateurs, qu'ils ont envers les utilisateurs, de rembourser leurs utilisateurs. Et voilà. Et un truc intéressant, c'est que récemment, plutôt l'année dernière, tu as 2 personnes qui ont été arrêtées en possession un couple, en possession de 94 000 bitcoins et qui ont été arrêtés pour blanchiment en fait des bitcoins de Bitfinex. Comment ils les ont eu, je sais pas. Ouais, c'est la question. Bon, je sais pas. Après, on peut imaginer un scénario où ils n'ont pas le choix, où ils sont maqués avec des. Ça reste. Ça n'a pas été leaké. La raison. Non. Pour l'instant, non. Il y a peut-être un autre truc marrant, c'est que l'une des personnes est en train de collaborer avec le FBI, certainement pour raccourcir sa peine. Pour faire tomber un mixeur, je ne me rappelle plus le nom, Bitfog, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, de faire tomber une personne derrière un mixeur. Un mixeur, c'est quelque chose qui te permet, en gros, de relaver en fait, des bitcoins volés pour finalement les faire réapparaître de façon sans traçabilité. Brouiller un peu l'origine. Tout à fait, Et alors, c'est marrant parce que je crois que c'était un couple d'influenceurs. Enfin, ils se mettaient vraiment en avant sur les réseaux sociaux. Donc, oui, la femme est rappeuse, un peu influenceuse. Ils sont en prison là-dedans. Oui, alors je crois que lui, il risque 20-25 ans. Et elle, 5 ans. Elle, non, elle n'est pas en prison. Bon, je suis pas enquêteur, mais je crois qu'elle a payé quelques millions de caution pour être en liberté. Mais bon, son procès va arriver, quoi. Le 4e, c'est un exchange japonais, c'est Coincheck. Alors, c'était un hack de plus de 500 millions de dollars en une seule crypto qui est le NEM. C'est ça. Et en fait, ils ont donc hacké la clé privée du hot wallet de NEM. Et je crois que la fondation a essayé justement de blacklister les adresses, mais ça a pris trop de temps. Et donc, tous les tokens volés, enfin, en tout cas une grande partie, ont été vendus sur l'exchange Coincheck. Alors je me rappelle plus exactement des détails. Le type d'attaque, effectivement,
C'est l'attaque de la clé privée du hot wallet. Il faut savoir que dans les échanges, tu as un hot wallet et un cold wallet. En général, les cold wallets, quand il y en a dans les échanges, je pense qu'il y a un des échanges qui n'a pas dans les hacks dont on va parler, qui n'a pas de cold wallet. C'est peut-être CoinCheck ou c'est peut-être KuCoin, je ne me rappelle plus. Mais en gros, le hot wallet, il gère les transactions, ça a besoin d'aller vite. Et c'est effectivement cette clé qui a été volée. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet échange? C'est quand même le deuxième échange japonais qui subit un gros problème. Après Mt. Gox. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le président de CoinChain, enfin le CEO, a déclaré coupable. Et en fait, ça a eu beaucoup moins d'ennuis que Marc Karpelès, qui lui a plaidé non coupable, parce qu'il y a ce souci de la justice peut-être aussi au Japon, où plaider coupable, c'est un peu aller dans le sens de la justice japonaise, et donc ça tirait moins d'ennuis. Je crois que c'est ça, la justice japonaise, il faut un coupable, point. C'est ça. Peu importe ce qu'il est. Enfin, en l'occurrence, je crois qu'il n'a pas fait de prison, contrairement à Marc Karpelès. Non, je crois qu'il a eu une grosse amende. Je sais pas si... je pense que c'est vraiment une grosse amende, mais vraiment des millions et des millions. Puisque ça a créé derrière, c'est le Japon très frileux à l'égard des échanges, parce que quand sur ton territoire, tu as un hack de 850 000 bitcoins et un autre de 500 ou 550 millions, tu commences à te dire que tu laisses faire des choses sans vraiment les contrôler. Et en gros, tu fermes les portes, quoi. C'est vrai que depuis, je ne sais pas s'il y a des gros exchanges japonais. Je sais qu'il y avait Liquid à un moment donné, mais je ne sais pas trop ce que c'est devenu. S'il y en a un qui se fait hacker aussi. On va revenir après. Effectivement, DM Bitcoin, tout à fait. Ça sera le numéro 8. On passe au 5e. Alors, le 5e, c'est Quadriga CX. C'est un exchange canadien. Il me semble que c'était quoi, en 2019, c'est ça. On parle de plus de... de quoi de Bitcoin on parle, On parle de... je sais plus, 120 000 bitcoins. 120 000 bitcoins, quelque chose comme ça, plus de 100 000. Et alors, je te laisserai un peu raconter ce cas, mais c'est un cas hyper étrange. En gros, encore une fois, pour les autres, on a parlé de hack de clés privées. Là, en gros, il y a... c'est un peu particulier parce que le CEO de cet échange était le seul à détenir les clés privées du hot wallet de l'échange. Je crois qu'en décembre 2018... c'est ça. En gros, il est reporté disparu, il est mort en Inde avec les clés privées. Donc à partir de ce moment-là, tu as l'équivalent de... Je sais pas, je crois que c'est 120 000 bitcoins ou 120 millions. On remettra le chiffre exact. On remettra le chiffre exact. En tout cas, avec une somme assez importante et puis des utilisateurs lésés. Mais en gros, la clé privée est introuvable et donc du coup, les fonds bloqués, impossible de les manipuler. Donc là, c'est pas un vol. C'est plutôt, en gros, les bitcoins de l'échange sont perdus dans la nature. Après, les enquêtes qui ont été faites plus tard ont montré que l'échange, c'était aussi un Ponzi. Donc, en fait, il y avait des faux profits, des choses comme ça. Et je crois qu'il y a eu un rebondissement, je ne sais pas si en 2022, je ne me rappelle plus, où ce wallet qui supposément était perdu parce que la clé privée est perdue avec son détenteur mort. En gros, il y a des transactions qui ont été opérées depuis ce même wallet. Donc aujourd'hui, je ne connais pas l'issue, mais est-ce que c'est lui qui n'est pas mort? Est-ce que ça veut dire que d'autres personnes ont aussi accès à ces clés privées? En tout cas, quelqu'un a bien les clés privées. Et ces fonds, ils ont bien été utilisés à des fins... Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'en souviens, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi, en fait, il serait toujours en vie, il avait un peu simulé sa mort, ou ce serait sa femme, parce qu'elle était un peu dans... je crois qu'elle a repris sa place. Enfin bref, c'est une histoire assez rocambolesque, malheureusement. Et puis ça montre aussi que les échanges, c'est pas que des hacks, des clés privées, c'est aussi parfois des personnes malhonnêtes qui les gèrent. Comme FTX aussi. Ça date, c'était quand même aussi le Far West, peut-être à l'époque plus que maintenant, mais c'est pas impossible. Le 6e, c'est KuCoin. Donc c'était en 2020. On parle quand même d'un gros montant, 280 millions de $. Et là, pareil, c'est un hack des clés privées du hot wallet. Tout à fait, Bon, là, c'est assez similaire à CoinCheck. Je crois que c'est eux qui n'avaient pas de cold wallet. J'ai peur de dire une bêtise. Mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est un échange avec un hot wallet qui n'est pas suffisamment sécurisé, des hackers qui je sais même pas, je connais pas la paternité des hackers, je sais même pas si on la connaît. Ça on pourra en parler aussi. Il y a quand même des groupes qui agissent aujourd'hui dans le monde pour hacker des échanges. C'est pas la caricature du hacker avec son sweat à capuche dans son... C'est vraiment des organisations qui essayent d'hacker ces échanges parce que 500 millions, ça fait quand même du bien. Tu vois, il y a des organisations russes. Il y a Lazarus aussi, qui est un groupe de hackers nord-coréens. Donc, et qui vont pénétrer en fait ces échanges de tas de façons possibles pour aller voler les fonds. Donc c'est une attaque, je pense, similaire à celle de CoinCheck. C'est la clé privée du hot wallet qui est volée, quoi. Encore une fois.
Le 7e, il est un peu différent, c'est Crypto.com. C'était en 2022. Ouais. Ils sont fait voler 34 millions de dollars. Ouais. Alors, rappelons aussi quand même pour que ce soit KuCoin ou Crypto.com, dans les deux cas, la plateforme a quand même indemnisé les utilisateurs, il me semble. À revérifier, parce que je ne vais pas non plus tout à fait, faire des bêtises, mais dans le cas de Crypto.com, donc c'était à peu près 500 comptes, donc 480 exactement, qui ont été piratés. Et là, pour le coup, c'est un hack au 2FA. Ouais. En fait, c'est un hack du système de double authentification. Alors, je crois que c'est un mélange de phishing de personnes qui étaient détentrices de ces comptes. Et je crois qu'ils ont réussi à mettre la main sur une sorte de compte super admin dans l'échange qui permettait de désactiver en fait, les 2FA. Mais en gros, à partir du moment où tu peux te connecter sur le compte d'un utilisateur en usurpant son identité et en contournant les mécanismes de sécurité mis en place, en gros, tu peux siphonner le compte, quoi. Personne ne va t'en empêcher. C'est ce qui s'est passé. Et tu as raison de dire qu'ils ont remboursé derrière. Après, c'est 34 millions versus... Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et puis derrière, ils ont remis en place des systèmes des mécanismes en fait, beaucoup plus robustes pour vérifier un deuxième facteur d'authentification de la part de leurs employés. Certainement qu'en interne, ils ont également mis en place des contrôles plus robustes. Ok. Le 8e ensuite, c'est DMM Bitcoin. Ouais. C'est un exchange encore japonais. Ouais. Ça a été cette année, en 2024. Ouais. Ils se sont fait hacker plus de 300 millions de dollars, 4500 BTC. Ouais, DMM, comme tu le disais, encore un échange japonais. Encore une fois, là, c'est exactement le même type de vol. C'est peut-être les méthodes qui changent, mais tu as un hot wallet, tu as une clé privée. Tu arrives à contourner ce système et en gros, tu siphonnes tous les fonds. Donc, je crois que c'est plus de 300 millions, 4500 bitcoins. Mais encore une fois, après, on peut se dire... tous ces échanges qui ont été hackés, c'est les mêmes attaques. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un problème, mais en gros, tous sont à un moment donné vulnérables. Et c'est assez important en fait, à souligner. Tu pourrais dire que l'histoire devrait s'arrêter. En fait, non, elle se répète, quel que soit le... Voilà. Et DMM, c'est quoi? C'est le hot wallet qui a été hacké ou qui a été siphonné, ou c'est vraiment le cold wallet? Parce que c'est vrai que 300 millions, c'est un montant important. C'est le hot wallet. C'est le hot wallet, ok. C'est le hot wallet. Ça marche. Ouais. Le 9e, celui-ci est familier, c'est Binance. C'était en 2019. Ils se sont fait hacker 40 millions de dollars à l'époque. Et encore, comme Crypto.com, c'était un hack au 2FA. C'est ça. C'est pareil, c'est du phishing. Ce sont des utilisateurs qui se font un peu avoir et qui donnent leur accès. Je ne me rappelle plus exactement le détail de la vulnérabilité. C'était 40 millions de dollars à l'époque. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est pareil, ils ont renforcé leur niveau de sécurité au niveau du 2FA. Je peux dire, parce que maintenant il y a prescription, mais nous on était même dans un appel d'offres parce qu'en fait ils cherchaient à faire un partenariat avec une boîte qui pouvait apporter un device physique comme YubiKey. Pour améliorer en fait la double authentification. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ça a peut-être été les premiers à faire une intégration avec des YubiKey où justement tu peux avoir un deuxième facteur de vérification qui soit physique et pas software. Et donc ils n'ont pas choisi Ledger Non, c'est Ledger, il faut que tu ouvres ton device, que tu fasses ton PIN, que tu aies une application qui te permette de le gérer. Ça aurait été pas mal. Mais on ne l'a pas fait. Alors, ils nous utilisent pour sécuriser une partie de leurs fonds, mais ils utilisent Ledger. Et ils ont réussi à rembourser leurs utilisateurs aussi. Ils avaient un fonds. C'est ça aussi qu'on peut dire, c'est qu'il y a des échanges. Je ne veux pas qu'on dise les échanges, finalement c'est sécure parce qu'ils remboursent, mais tu as des échanges en fonction du montant qui se font hacker. Rembourse tout de suite, rembourse plus tard. Mais c'est pas suffisant pour se dire ok finalement ils remboursent. Parce qu'en fait tout dépend du montant du préjudice, c'est-à-dire que dans le cas de FTX, en l'occurrence c'était pas un hack, là c'était vraiment de la fraude, mais c'est vrai que dans la limite du possible, quand c'est des montants qui sont encore acceptables. Après la question qui se pose aussi quand les exchanges remboursent, est-ce qu'ils remboursent avec leur propre trésorerie ou est-ce qu'ils remboursent avec les fonds des utilisateurs? Et comme il n'y a pas de, entre guillemets, de bank run, que tout le monde part, finalement ils disent l'argent est toujours là même si il y a un trou dans la caisse. Je sais pas, parce qu'il y a une certaine opacité aussi des échanges sur la partie cold. Tu vois, on dit il y a 10% qui sont là pour la liquidité, qui sont sur des hot wallets. Il y a 90% qui sont en cold, mais déjà on ne sait pas si c'est vraiment 90%. Oui, zéro transparence. Parce qu'il n'y a pas zéro transparence. D'ailleurs, on ne sait pas non plus comment c'est sécurisé. On se doute, il y a plusieurs schémas possibles. Le troisième point, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils sont faits.
ce qu'ils ont fait en fait de ces 90%. Peut-être qu'ils ont, je sais pas moi, investi dans d'autres choses, peut-être qu'ils sont en collab, peut-être qu'ils sont pas disponibles. Et après, on peut jamais présumer des conséquences que le hack d'un échange peut avoir sur d'autres cryptos, qui font que tu peux avoir un bank run et finalement ils ont peut-être les fonds mais ils font faillite. Puis pour redébloquer les fonds, il faut 2-3 ans. Ouais. Voilà. FTX, il y a des gens qui vont récupérer de l'argent, mais qui vont pas récupérer. Ils vont pas récupérer. Si par exemple ils ont perdu 10 bitcoins, ils vont pas récupérer 10 bitcoins. Et non, ils vont récupérer la somme en dollars au moment du hack, enfin l'équivalent en tout cas. Donc t'imagines aussi c'est bien, mais d'où la raison aussi pour laquelle FTX va rembourser peut-être en intégralité ses utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui ce serait impossible. Oui. Ils ont réussi à recollecter 8 milliards de l'époque, mais aujourd'hui ce serait peut-être 25 milliards. C'est ça. Donc, s'ils devaient rembourser en crypto. Exactement. Donc, ouais, c'est un moyen pour eux de contourner. Et d'ailleurs, en parlant aussi de ces plateformes hackées, en parlant de FTX, à l'époque, il y avait eu justement tous les exchanges s'étaient conformés à la proof of reserve. Mais ça, c'était un peu une photo à l'instant T, un snapshot à l'instant T. C'est de la manipulation de livres, quoi. Oui, voilà, ça voulait rien dire. Je crois qu'il y a même des exchanges qui avaient reçu des virements pour montrer qu'ils avaient bien la trésorerie. Et donc, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être un proof of reserve, mais sur façon. Un vrai proof of reserve est réellement audité. Ouais. Effectivement, je me rappelle, il y avait sur Twitter quelqu'un qui disait il y a je ne sais pas combien de milliards qui ont bougé. En gros, tu bouges les milliards, tu as les réserves, tu prends la photo, tu dis j'ai la réserve, les milliards ils repartent. C'est comme dans les banques en fait, parce que les banques elles ont une fraction de réserve, tu vois. Pas taper sur les banques, mais allez, allons-y. Donc tu as 6-7% des dépôts qui sont réellement stockés, que la banque a, et puis le reste, ça finance des activités. Et donc, la différence, c'est qu'elles ont des dépositaires, il y a une certaine transparence là-dessus, mais ça n'empêche pas le risque systémique. En Europe, peut-être pas, mais dans d'autres pays, ça arrive. Il y a une banque qui capote, il y en a d'autres qui suivent. Et dans les échanges, on peut espérer qu'avec la réglementation, ça va arriver et qu'ils seront davantage contrôlés, davantage soumis à des obligations de reporting, prudentiel, enfin plein de choses, pour être sûr qu'il y a vraiment un fonds de réserve et que ce n'est pas du pipeau ou juste une photo. Exactement. Et on finit par le 10e exchange de notre top 10, c'est BitGrail. Donc c'est un exchange donc italien en 2018. On fait hacker 170 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce qui est intéressant dans celui-ci, de mémoire, c'est que c'est pas les clés privées qui ont été hackées. C'est leur système de gestion des transactions en fait, qui était défaillant. Et les hackers qui ont pénétré ce système, ils ont exploité en fait, cette faille. Et en gros, il y avait un problème, je pense, de vérification en fait, des soldes. C'est-à-dire qu'ils ont pu siphonner en fait, les comptes sans que ça trigger d'alerte en particulier. Parce qu'il n'y avait jamais de vérification, ou alors pas suffisante, que le solde est suffisant. Donc en gros, c'est un peu comme si tu vas avec une carte bleue dans une machine et qu'elle ne vérifie pas ce qu'il y a sur ton compte et qu'elle te donne des billets en permanence. Donc cette attaque, elle est un peu particulière pour ça. Tu te dis, s'ils avaient mis en place des systèmes un peu plus robustes de monitoring, ils auraient détecté beaucoup plus tôt. Et puis 170 millions en 2018, ça devait représenter en fait, quelque chose d'énorme en termes de quantité de crypto, quoi. Ramené à aujourd'hui, 2018, 2024, je te laisse imaginer les milliards que ça peut représenter. Quoi. Complètement. Du coup, depuis, ils ont fait faillite. Oui. Et ainsi s'achève notre top 10. Oui. Alors, d'ailleurs, intéressant, on a fait un épisode sur la sécurité des crypto-monnaies, comment sécuriser vos crypto-monnaies, comment gérer vos exchanges avec Rémi. Merci à toi. Merci.